Salut à tous, épisode 30 avec Alpecin Phoenix. On a un joli programme avec Tirreno Adriatico dans un premier temps avec un petit comparatif que je me hasarderai à faire avec Paris-Nice sur le plan de la difficulté puisqu'on constate parfois certaines choses entre les deux épreuves, hein. J'ai déjà vu pas mal de petites choses en jouant ici ou là. Après, il y aura des classiques intéressantes, hein, des intéressantes ces classiques, avec notamment Gant Wevel Game, GPE3 auparavant. Mais on démarre donc par ce Tirreno Adriatico Profil 2014 que j'ai déjà joué. Je vous l'ai déjà proposé. Celui-là, il est plutôt intéressant. Je l'aime bien. Le 2014, c'est Contador qui s'était imposé à l'époque en s'imposant sur les deux plus belles, plus dures étapes, hein, de ce Tirreno, qui sont l'étape 4 et l'étape 5. On commence avec un prologue. J'ai emmené des gens qui sont assez modestes, hein, finalement, en accompagnement de Van Der Poel, mis à part Dylan Van Baarle. C'est plutôt modeste. C'est aussi calibré rouleur, en tout cas pour certains, hein, bien sûr. Je pense à Engelwald, Sandervan. Onklin n'est pas pourri non plus dans son style, hein. Bon, on a comme ça, voilà, quelques coureurs, mais c'est une équipe assez faible, hein. Du coup, je vise quoi? Ah, déjà, je vise on va dire top 5 au prologue, ce serait pas mal. Et ensuite, s'il y avait moyen d'aller chercher top 5 au général avec Van Der Poel et attraper une victoire d'étape, voilà. C'est un peu ça mon objectif. Je pense pas que la victoire soit prenable. Il y a quelques coureurs un peu plus forts en montagne, notamment Quintana qui devrait faire la diff sur l'étape 4 ou Thibaut Pinot, s'il est en forme. Thibaut Pinot devrait être au-dessus du lot sur ce Tirreno. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui se passe, comment est-ce que les 244 km de l'étape 4 seront digérés par l'adversité. Toujours est-il qu'on réalise un temps intermédiaire pas mauvais, troisième, quatrième maintenant, puisque le CCC est venu s'intercaler, et ça terminera voilà comme ça, quatrième place sur ce prologue. Allez, ça va, la Sunweb l'a emporté, notamment Michel Tamen là, qui est pas mal. Très bon coureur, jeune coureur, hein, ce Michel Tamen. Ok. Ensuite, étape 2, promise très certainement au sprinter, hein, donc, on va voir si on peut tirer notre épingle du jeu avec Van Der Poel en l'emmenant correctement, hein, c'est aussi beaucoup basé là-dessus. Parce qu'en vitesse intrinsèque, il n'est pas le plus rapide de tous les sprinters. Mais qui sait si bien emmené, ça peut pas le faire. Honnêtement, j'ai toutes les options ouvertes à ce stade-là. On va emmener Mathieu et on va bien voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Van Baarle s'écarte. Van Der Poel, c'est délicat. On va pas gagner. C'est Hulgaard qui va s'imposer devant Kessbol, notamment. Il y a même Sacha Modolo qui vient s'intercaler, ce qui fait qu'il n'y a pas de bonification pour Van Der Poel. C'était une occasion de prendre le maillot de leader, hein, mine de rien, hein, avec 8 secondes de retard. Il y avait peut-être quelque chose à faire, bref, sur une bonif, mais ça ne sera pas le cas. Partie remise à l'étape 3, où là encore le final permet d'espérer une arrivée au sprint. Ben oui, c'est vrai que j'ai pas mes poissons pilotes tellement, hein. Ouais, c'est le hic de cette composition. Il y a pas même un poisson pilote mineur, hein, de type galopin par exemple ou Nivenhuis ne sont pas là. Je parle pas de Sénéchal qui a souvent emmené, hein, dans les années qui ont précédé. Sénéchal a souvent emmené le sprint pour Van Der Poel, notamment sur Tour de France. Mais euh, mais voilà, donc j'ai fait d'autres choix. Je voulais un Paris-Nice réussi autour de Remco Evenepoel. On a vu qu'il en avait été totalement autrement par rapport au plan initial, sans que ce soit forcément malheureux non plus, hein. C'était même particulièrement sympa. Et bah tiens, on va se faire de nouveau, voilà, hein, damer le pion. Tiens, sympathique la victoire de Magnus Cort Nielsen devant Kessbol. On a encore Hulgaard sur le podium. Ouais, bah les plus forts sont devant. Et de ce fait, on n'a pas pris la moindre bonif sur 2 et 3. Et ça peut peut-être se payer à l'arrivée, hein. Se payer notamment en termes de forme du jour. Puisque s'il avait été porteur du maillot, on aurait eu peut-être un meilleur bonus pour Van Der Poel. Ça ne sera pas le cas. Je vais demander à Engelwald, ce jeune régène allemand, très prometteur. C'est dommage. Par exemple, pour un coureur comme ça, c'est hyper dommage
que PCM20 sorte aussi rapidement, pour moi, parce que j'aurais aimé pouvoir faire grandir le garçon, faire une 5e, une 6e année, etc. etc. Mais pour ça, il faudra avoir un petit peu plus de temps, et peut-être aussi ne pas faire plusieurs parties, ne pas faire plusieurs carrières, mais en même temps, c'est tellement tentant de faire plusieurs choses, parce que quand vous faites qu'une seule carrière et qu'elle dure trop longtemps sans que vous puissiez toucher à personne d'autre, vous êtes quand même un peu frustré de pas, voilà, de pas quand même pouvoir voir autre chose par moment. David Gaudu est le soutien principal de Thibaut Pinot sur ce Tirreno. On voit des Kruijswijk, Sosa, tiens, qu'on avait libéré de son contrat au bout d'un an il y a bien longtemps dans cette partie. Tige Benoît qui sont donc chez Jumbo Visma et qui ne sont pas au top. Hein. Les pauvres, ils ont pris une cassure. Il y avait eu une chute aussi de l'un d'entre eux qui avait fait que tout le monde avait attendu, mais déjà ils n'étaient pas très très bien dans l'ascension qui avait précédé. Donc pas, pas du tout un bon Tirreno hein, pour cette équipe-là. On est dans le final et quelque chose m'a interpellé, c'est la faculté de Caseball à suivre les tout meilleurs, au moins pendant un long moment dans cette ascension devant Solaire est en forme, Quintana et Pinot sont là également, Van Der Poel y va en effort curseur, un petit peu comme j'ai l'habitude de faire sur ce type d'arrivée, histoire de pas non plus me laisser trop bouffer la barre, hein, pour être franc, hein, c'est un peu ça ma problématique. Allez, Thibaut Pinot est pas mal. Attention à Yon Isagire, qui peut encore contester la victoire à Thibaut Pinot. Nibali n'est pas du tout un bon cheval pour miser à l'arrivée. Du coup, c'était un peu dommage d'avoir essayé de se caler dans sa roue un tantinet. Après, j'ai vite vu qu'il est en train de lâcher. Et Rada est pas mal du tout. Et Van Der Poel va essayer sur la toute fin, comme ça, de récupérer du retard. Voilà, Thibaut Pinot qui va peut-être s'imposer. Attention, attention. Ouais, c'est fait. C'est fait. Donc, victoire de Pinot avec un bon Gianni Moscon, Soler, Isagire, Quintana. Voilà le top 7 et Rada qui vient compléter de cette étape décisive. Je pense qu'on a vu déjà une ébauche du classement général final hein, sur cette étape-là. Pinot donc semble promis à la victoire, sauf si Soler à la limite faisait un exploit, mais ça semble plutôt joué. Étape 5, elle est dure, hein, elle est dure cette étape 5. Il y a ce Passo Lanciano au milieu, là, qui est au milieu. Enfin, en tout cas, comme difficulté principale avant des difficultés un peu plus courtes hein, sur la toute fin. Elle est belle. C'est une étape sur laquelle on se dit qu'il y a peut-être des différences à faire, des moyens de faire des différences, si on a une très bonne équipe. Parce qu'on peut à ce moment-là essayer d'éliminer pas mal d'équipiers, de leaders. Ouais, mais là, moi, j'ai pas cette équipe-là, j'ai pas le luxe. Je vais envoyer, notamment, voilà, on aperçoit Anklin qui subsiste à l'avant au moment où Engelwald reste, va redescendre en fait, pour essayer d'apporter un peu de soutien à Van Der Poel. Cette ascension est très très difficile. Elle est assez longue et pour tout dire, j'ai exprès zoné un peu en queue de peloton pour bouffer le moins de barres possible. Van Der Poel n'était pas non plus dans un énorme jour, mais c'est normal, on n'est pas sous pic. Hein. Donc on prend déjà ce qu'on nous donne. Quand c'est en positif, déjà c'est déjà une bonne chose. Et de ce fait, je vais me retrouver avec le seul Anklin pour soutien de Van Der Poel. Et là, je vais tenter un petit truc qui ne va pas marcher. C'est l'attaque dans la descente pour essayer d'empêcher les autres favoris de récupérer le max de barres, en fait. Parce que dans une descente, vous avez tous les très bons descendeurs qui vont se remettre à 100% de ce qu'il leur reste comme possibilité de barre. Ça ne veut pas dire 100% de la barre, mais au moins aligné sur la barre verte, hein, qu'on regarde juste en dessous. Et du côté, et puis aussi surtout remplir la barre bleue, c'est ça le plus important, en jaune. Et donc, on se retrouve avec une différence assez faible, faite par Anklin, et du coup les cartes sont rebattues. Je peux pas tenter non plus n'importe quoi, sous peur de me faire punir à l'arrivée. L'échappée est très bien partie, pour être franc. Elle est très très bien partie, cette échappée. Ça pourrait aller au bout. Et puis nous, surtout, je me suis retrouvé ici un peu bloqué. Ça m'a stupéfait.
J'étais un peu bloqué. Bon, ben voilà, ça arrive, hein. Il y avait qu'à être un peu plus à l'avant, hein. Donc, dans la descente, à la limite, on a toujours moyen de revenir, hein, puisque Van Der Poel a une très bonne note de descendeur. Après, ça remonte et puis surtout, ça va aller vers de très très forts pourcentages. À cet effet, je vais me replier dans la roue de Pinot pour voir un petit peu comment il se comporte et si le fait de rester dans sa roue nous consomme beaucoup de barres ou pas. Et donc, ça va être l'échappée est en train d'arriver, hein. C'est Aurélien Paré-Peintre qui va s'imposer dans cette étape 5 au terme d'une échappée donc très belle, hein, très très belle. Et bah ouais, bah on va suivre la roue de Pinot, Quintana juste dans les parages, Guillaume Martin termine un peu mieux, et Solaire aussi qui va peut-être bénéficier d'un petit bonus de temps, ça reste à voir. En fait, non. Il n'en aura pas. Pinot termine dans le même temps, du coup Van Der Poel aussi, et donc le classement général n'a pas été spécialement impacté par cette étape-là. Bon, c'est un fait, hein. Pinot va donc aborder très vraisemblablement l'étape 7, puisque là il y a la 6, mais on ne fera pas de différence sur la 6, en tout cas entre favoris, hein. Pinot va aborder le CLM final d'une dizaine de kilomètres. Il va l'aborder avec 14 secondes sur Solaire. Il pourrait y avoir éventuellement discussion. Et puis du côté de Van Der Poel, il faudra essayer de garder cette 5e place qui est mon objectif. Puis l'autre objectif, c'est quand même d'essayer de choper une victoire d'étape. Et ça, on en est loin, hein. Pour le moment, on a été vraiment jamais mieux que 4e. Donc c'est un Tirreno où on tape dans le dur un peu et je vais emmener Van Der Poel après avoir durci la course dans les petites difficultés, mais situé fort loin de l'arrivée, donc pas non plus de quoi faire exploser comme on a déjà vu tout le peloton, hein. Et voilà, on va se retrouver donc dans le final. J'ai pas non plus les moyens de rouler tout le temps, surtout que il y a des équipes qui font le boulot, hein, parce qu'elles ont envie de caser leurs sprinters. On pense notamment à FDJ ou pas mal FDJ qui fait le boulot, toujours Sforza Quickstep qui fait un boulot aussi assez important. Cette fin d'étape, c'est plusieurs tours de circuit. Je vais tenter à un moment donné une attaque avec Van Der Poel, mais donc aux 5 bornes, hein, pour essayer de terminer solo, hein. Mais regardez, Hulgard va nous reprendre de manière somptueuse derrière. Ça roule, ça roule, ça roule. C'est normal, hein. On le sait, hein. Dans ce mode de jeu, on peut pas faire de vraie différence sur les toutes fins d'étape face à un peloton, mais est-ce qu'on peut le faire en cyclisme IRL? Non plus, hein. Il faut remonter très 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 loin dans un cyclisme que certains d'entre vous ont peut-être connu. Moi, je me souviens des Thor Hushovd, hein, par exemple, qui était capable comme ça à 1,5 km de la fin d'une étape plate, hein, de Tour de France, était capable d'aller s'échapper, tenir bon et voler la victoire au sprinter. Mais voilà, on n'est pas du tout dans ce registre-là et c'est bien difficile à faire d'ailleurs dans le jeu, hein, ce type de scénario, même si vous avez, je sais pas, une réincarnation de Cancellara en mode extrême, aller défier comme ça un peloton en sortant et en évitant le retour des sprinters, ça reste bien 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 difficile, hein. Le petit Engelwald là que j'aime bien, est un excellent spécialiste, par exemple, de prologue, et donc, à ce titre-là, se retrouve crédité d'un fort joli temps intermédiaire, certes, provisoire surtout. Van Barle, en revanche, c'est un petit peu décevant, et il va falloir que Mathieu Van Der Poel arrache un joli temps s'il ne veut pas sortir du top 5. Alors, sa note en PRL, sa note brute, hein, est excellente. Sa note de plaine est excellente. Sa note de résistance, si on va chercher dans les attributs du parfait CLMer, hein, si j'ose dire, bah, toutes les cartes en main pour réaliser un super temps, hein, honnêtement, hein. Et ben, bah, ça va pas être vraiment le cas. Voilà, ça va pas être vraiment le cas. Il faut croire que c'est un chrono qui est plutôt pour les spécialistes, hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Stefan Kung va s'imposer malgré un joli temps de Yon Isagire. Quintana qui va largement limiter les dégâts, Solaire également. Et peut-être la plus grosse surprise, mais tant mieux à un certain niveau, c'est Thibaut Pinot
qui va conserver son maillot de leader, hein, qui va gagner Tirreno. Il va le gagner en réalisant, là encore, un joli CLM. Donc, je suis circonspect face à de tels résultats. Thibaut qui fait 15. Donc, en fait, Thibaut Pinot est un meilleur rouleur sur 10 km que Van Der Poel. Il faut m'expliquer au regard des notes, mais à vrai dire, c'est pas bien grave. C'est vraiment pas grave. Très jolie victoire. Tout va bien. Alors, je me suis lancé donc dans le comparatif. J'ai examiné toutes mes parties sur PCM 19, hein, parce que pour moi, 18 se comportait pas pareil entre Tirreno et Paris-Nice. Il y avait une plus grande répartition des forces. Je trouve que sur le 19, s'il faut tirer des bilans comme ça, voilà, il y a Astana 2 fois, il y a Sunweb une fois, et il y a possibilité de comparer 3 fois par rapport à cette carrière, hein, Corendon Circus, puis Corendon Alpecin, puis Alpecin Phoenix, eh ben, on se retrouve avec, pour moi, oui, un avantage Tirreno, au sens où c'est un petit peu plus difficile de gagner Tirreno. Après, ça peut être lié aussi au type de profil, hein, mais pour moi, c'est un petit peu plus délicat que Paris-Nice. Allez, de façon générale. Mais là encore, l'échantillon est faible. Donc, pas non plus tirer les conclusions de l'année, hein, du style ouais, je suis sûr que. Non, non, non. Je dis juste que pour moi, il y a un léger avantage de difficulté sur Tirreno pour PCM 19. Voilà, c'est tout. Après, ça se trouve, vous avez d'autres ressentis et ils sont autant valables que le mien. Milan-San Remo est un objectif, bien sûr, hein, surtout après un Tirreno un peu en demi-teinte. Milan-San Remo un vrai objectif, mais c'est surtout un objectif de scénario. C'est-à-dire que j'échangerais presque une victoire en solitaire sur la Via Roma après avoir fait un trou, par exemple du côté de la fin du Poggio sur la cabine téléphonique. J'échangerais vraiment une victoire contre un très joli scénario et donc une non-victoire, hein, très sincèrement. J'aimerais voir un beau Milan-San Remo. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas appliquer certains principes de base, comme le durcissement dans le Poggio, comme évidemment le placement. Le placement est essentiel toujours sur ce type de finale, hein. Mais quand même, je trouve que il faut, à un moment donné, on dépasse le seuil de je veux gagner à tout prix. On est plus dans autre chose là. Je vais d'ailleurs du coup à cet effet essayer de demander beaucoup d'efforts à Van Barle dans la Cipressa dans laquelle il y a souvent beaucoup d'équipiers de l'IA qui font l'effort et qui font une très belle montée de la Cipressa. Vous allez me dire, peut-être ça se paye après dans le Poggio, hein. C'est possible, franchement c'est possible du côté de l'IA. Toujours est-il que nous on est aux avant-postes, on veut rester bien placé et on fait la descente. On a par exemple un excellent descendeur que peut être Tony Galopin, notamment, hein, et donc on peut lui demander de faire la descente, sachant qu'après sur le plat, on pourra peut-être demander à Sénéchal de prendre le relais. Voilà, et donc à cet effet, on reste bien placé. Bora Hansgrohe de Bennett et Education First, notamment de Viviani, Gaviria, sont aux premières loges. Et donc, il va falloir essayer quand même de décramponner les tout meilleurs sprinters. Nieuwenhuis, il va de sa protection sur une approche de Poggio pour laquelle je roule vite, hein. Je roule vite à cet endroit-là. C'est toujours le cas, hein, en approche de Poggio. C'est vraiment tout l'intérêt d'essayer de se placer. Parce que si vous n'êtes pas placé, c'est difficile parfois de remonter. Enfin, c'est toujours la même problématique, hein. On la connaît, hein, c'est du vélo. Voilà. Donc, attention, on n'a pas abordé le Poggio en tête, vous avez remarqué. Non, 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 je vais produire mon effort un tout petit peu après. Donc changement de stratégie par rapport à certaines choses déjà observées. Je vais laisser comme ça Education First terminer son travail. Voilà, et puis nous on va essayer de prendre ici le virage à la corde. Ah, zut, on s'est fait légèrement bloquer, mais c'est pas grave du tout, très gros effort. De Van Barle avec Tony Galopin dans sa roue et Mathieu Van Der Poel. Évidemment, Peter Sagan, on l'aperçoit avec son maillot de champion de Slovaquie. Je vais prendre la roue de Sagan puisque je vois qu'il a l'air animé d'un sacré tempérament offensif en ce Milan-San Remo. Est-ce l'odeur du maillot de Koenig Quick-Step
même si il porte un haut différent, parce qu'il est champion de Slovaquie, mais est-ce que c'est l'odeur du maillot qui l'a poussé à être aussi offensif dans le jeu, hein, sur ce mot? Non, mais je rigole, hein. Je rigole parce qu'on a vu plein de fois Sagan attaquer à cet endroit-là. Mais je suis très content de ce mano à mano final. Alors c'est vrai que Sagan, très généreux, Sagan, a tendance à essayer de décramponner Van Der Poel. C'est une erreur de vouloir décramponner Van Der Poel, puisque Van Der Poel a plus ou moins les mêmes capacités que Sagan, peut-être même en un poil meilleur, surtout sur notre physique. Donc, bon, ben voilà. Désolé, Peter, ce ne sera pas ta première victoire sur Milano San Remo dans cette carrière. Et puis on sait que IRL il n'a jamais gagné, hein. C'est une ligne qui manque vraiment à son palmarès, ce Milan San Remo. Voilà, donc victoire de Mathieu Van Der Poel, un Kwiatkowski qui vient comme ça prendre une jolie troisième place. Et bah oui, donc c'est quoi? C'est triplé, hein? Triplé à San Remo, je crois, sur les 3 dernières années. De toute façon, peu importe, parce qu'on n'atteindra jamais les 6 victoires, hein, de vous savez qui. Ensuite, on passe du côté des 3 jours de Bruges-La Panne. Cette course habituellement réservée aux sprinters. Bah, j'ai une idée derrière la tête. Je me dis, essayer de gagner avec Van Der Poel, sachant que le plateau est un petit peu restreint, hein, par rapport au prestige que l'épreuve mériterait. Parce que je vous rappelle, c'était quand déjà 2019, hein, regardez quel est le podium des 3 jours de Bruges-La Panne en 2019, et on comprendra que les tout meilleurs sprinters, 3 jours de Bruges-La Panne, ça les intéresse, hein. Donc voilà, petit flashback, c'était plutôt sympa ce jour-là. Et on avait déjà vu les prémices de la domination d'un des trois, hein. Bon, probablement le meilleur sprinter au monde à ce moment-là. Eh bien, je ne chercherai donc pas à faire gagner Van Der Poel, parce qu'il me semble que ça apporterait pas grand-chose en vérité. Non, je vais rouler pour Sénéchal. Je vais essayer de donner à Sénéchal. Alors évidemment, Van Der Poel est calé, hein, puis à un moment donné, je vais quand même lui faire produire son effort. Dans le doute, on peut toujours le stopper au pire, hein. Mais de manière assez étonnante, mais miraculeuse et plutôt positive, c'est Sénéchal qui va s'imposer devant Honowagen. Et ben voilà, jolie victoire pour Sénéchal. Il n'a pas eu toujours une carrière très heureuse dans notre équipe, hein. Sa 3e année chez nous, je l'avais recruté très vite pour faire partie de cette team. Et je suis assez content parce que ces victoires se comptent un peu sur le bout des doigts, hein, d'une main. Donc bon, bah en voilà une, et elle est pas vilaine, ma foi. C'est une World Tour, même si c'est une classe B. Classe B, non, hein. Par contre, pour le GPE3, c'est bel et bien classe A. Et là, on peut s'attendre à une empoignade entre énormes favoris. Il faut voir que je trouve qu'avec la présence d'Alexander Christophe, Peter Sagan est magnifié, hein, de chez cette équipe Sforza Quickstep. Yves Lampart est encore là. Tiens, un petit coucou au mur à droite, mur de Gramont. Nous, on prend juste Gerhardsbergen, c'est-à-dire qu'on va hop tout droit et puis on fait le tour. On prend pas l'horrible passage jouissif pour nous-mêmes devant notre écran, et tellement terrible pour les gens qui souffrent sur leur vélo dans le mur de Gramont. Bon, il y en a qui adorent, hein, je pense, hein, parmi les cyclistes, hein. Je pense que les mecs s'éclatent, certains, hein, quand ils sont dans le mur de Gramont, mais voilà. Donc on l'a pas pris, c'est normal. Et bah non, bah, ce GPE3, même si on voit qu'il y a une jolie échappée, on a aperçu Tennyson notamment, euh, ce GPE3 est intéressant parce qu'il propose un enchaînement final. Voilà, vous voyez ici le Kreuzberg. Ok, petit big up à Lutsenko, si vous voyez ce que je veux dire. Le Kreuzberg, on a évité de ravitailler à ce moment-là, hein, pour poursuivre l'allusion. Le Kreuzberg, ensuite c'est le Paterberg, et on terminera avec le vieux Quarmont, et ensuite il y a moins de difficultés vraiment majeures. Ce qui va être intéressant ici, c'est de voir que voilà, le team CCC est très présent via Greg Van Avermaet. Peter Sagan est là avec son joli maillot. Peter Sagan est tout le temps à côté de Mathieu Van Der Poel. Et bon, il y a aussi Christophe, hein, qui protège. Voilà, vieux Quarmont
c'est parti. Le CCC qui est représenté avec Van Kersbroek, dans la roue duquel va se glisser Van Avermaet. Voilà. Bon, la porte a un peu craqué, c'est normal, il y a beaucoup donné avant. Un tout petit peu bloqué la Van Barle. Et puis derrière, Van Der Poel dans la roue. Et Galopin qui s'accroche. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Sagan s'est un tout petit peu fait bloquer également. On s'inquiète pas trop pour Sagan. Hein. Nassen aussi s'était fait un petit peu embêter. Voilà. On est maintenant dans une phase où toutes les difficultés de Mont Pavé sont terminées. Hein. Perçoit Tige Benoît et son maillot Jumbo Visma. C'est bizarre, je trouve, de le voir sous ce maillot-là. Mais pourquoi pas, après tout. Nils Politt, qui est l'instigateur d'une accélération. Ben ouais, il roule pour Nassen, hein, très clairement. Hein. Et puis nous, ici, on peut essayer de reprendre Van Avermaet qui s'est fait la malle, mais non. Mais non, parce que sur la relance, il nous a bien catapulté. Bon, pour Galopin, on se fait pas d'illusions. Regardez-moi cette magnifique sortie de Sagan pour rejoindre Van Avermaet. Waouh, ça c'était autoritaire. Il est fort, Peter. Il est fort et ça sent la revanche. Ça sent la revanche à plein nez par rapport à San Remo quelques jours plus tôt. Allez, on va maintenant aller prendre quelques bidons et regarder un petit peu ce qui se passe devant. Voilà, attaque. C'est Debussole, hein, je crois, qui est parti au nez à la barbe de Sagan et Van Avermaet qui se disent non, mais ça va. Il n'y a pas de problème, mon gars, tu peux y aller. On te reprend quand on veut. Et là, moi, c'est plutôt l'accélération pour reprendre Sagan. Voilà. C'est ça qui m'obsédait, à la limite. Le départ de Van Avermaet, le départ de Benoît, etc. ne m'importe pas trop. On a Stuyven aussi qui est dans le groupe. Euh, parce que je sais que le principal danger n'est autre que Peter Sagan. Et de ce fait, bah, si devant, mettons, ça collabore, tant mieux, mais regardez, voilà, il y a quelqu'un qui nous ramène sur un plateau, c'est Sagan, et alors que ouais, Benoît est pas loin de montrer des signes de défaillance à ce stade-là, mais peut-être qu'il en reste encore, on sait jamais avec l'IA. Faut toujours se méfier. Nassen qui rentre, ok, ça va même se regrouper parce que on est sur un passage ici où ça ne roule plus. Regardez, voilà, hop là, ils sont rentrés. Et là, moi, évidemment, je contre immédiatement. Je contre parce que je veux pas non plus laisser. Je veux pas arriver à trop nombreux. Ça m'intéresse pas d'arriver trop nombreux. Je veux arriver à 2 ou 3, ce serait optimal. Voilà. Sagan fait tout le boulot pour reprendre Van Der Poel. On se recale dans la roue, tranquillement. Et voilà, il va y avoir ici un départ de Tige Benoît avec Dylan Van Baarle dans la roue. Énorme Dylan Van Baarle qui arrive quand même à s'accrocher et qui prend la roue de Benoît. Donc, c'est ça là, vingtaine de secondes. Peut-être ça peut le faire, hein. On sait jamais, hein. Enfin bon, ça aurait pu le faire s'il n'y avait pas eu deux mutants appelés Sagan et Van Der Poel. Encore une fois, calé dans la roue, Van Der Poel a fait face à l'attaque de Peter Sagan et va pouvoir ici placer un contre décisif pour une victoire avec quelques longueurs d'avance de Van Der Poel sur Peter Sagan. On pourrait donc dire que sur le bilan, le début de ces classiques, Van Der Poel 2, Sagan 0. Mais attendons, parce que c'est loin d'être terminé l'histoire. On fera la fin, on fera le décompte final, on le fera à Liège. Hein, parce que, bon, je sais pas si Sagan ira à Liège, mais ce qui est certain, c'est qu'il ira sur l'Amstel. Et quand vous avez Sagan à la Philippe sur la même Amstel, dans la même équipe, ça fait un tout petit peu d'adversité, vous en conviendrez. Intermède, on se repose un petit peu avant d'aller sur Gand Wevelgem, qui a été là encore assez intense. Intermède, simulation de Tour de Catalogne, où j'avais très peu d'ambition, une équipe très jeune, pas nécessairement tous concernés par une fin de saison, une poursuite de saison immédiate. Je veux dire, il n'y a pas des objectifs majeurs pour beaucoup de ces coureurs-là. Donc, on rappelle, hein, de toute façon, que à part l'équipe là qui est en train de m'assurer la saison de classique, l'objectif suivant, c'est le Giro.
Donc c'est tout, hein, tout est dit. Hein. À partir de là, je n'ai pas les moyens. C'est toujours une histoire de moyens financiers, de recrutement, de choix. Je n'ai pas les moyens d'aller rivaliser sur ce type d'épreuve. On voit que après un début assez souriant, hein, à Mollema, c'est quand même Bernal qui a pris le contrôle de ce Tour de Catalogne. Bernal qui avait fait une attaque horrible hein, à l'étape 1 de Paris-Nice, souvenez-vous, à l'épisode précédent. Ça lui coûte Paris-Nice, hein, cette échappée complètement loufoque. Et il va comme ça se reprendre sur le Tour de Catalogne. Bernal qui est chez Team Emirates. Hein, n'oublions pas que ça a pas mal bougé hein, chez les superstars du peloton. Gant-Wevelgem, on y arrive. Gant-Wevelgem, c'est une course passionnante. Et je la trouve passionnante pour déjà une bonne raison avant toute, c'est qu'elle est incertaine. Voilà. 240 bornes, quelques monts, dont un passage mythique hein, sur le Kemmelberg. Le premier passage, il se fait toujours du côté pavé. Et puis le deuxième passage se fait du côté non pavé, hein, toujours sur ces profils-là. Euh, Intéressant aussi toujours d'utiliser la vue d'hélicoptère. J'utilise parfois pour mesurer la capacité d'étirement du peloton, pour mesurer aussi le potentiel de cassure. Si on fait par exemple quelques efforts sur les monts pavés, on sait que c'est sur les relances qu'on peut arriver à provoquer des cassures. Et alors, pas tellement mon intention de provoquer à tout prix des cassures. Par contre, mon intention, c'est d'être présent et de pas me faire décramponner. Alors, on se doute bien que Van Der Poel va pas être décramponné. Et là, on est sur le fameux passage sur le mont Kemmel. Hein. Donc, intéressant. Mont Kemmel, j'avais appris ça une fois. C'est assez surprenant. C'est le point culminant de la Belgique. Non, je sais, ça fait rigoler quand on dit ça, mais nous, c'est le Mont Blanc en France, mais eux, c'est le Mont Kemmel. C'est le point culminant. C'est pas une blague, c'est un Belge qui me l'a dit. Donc, moi, je peux partager le truc, parce qu'honnêtement, c'est juste incroyable, quoi. C'est quoi ton mont le plus haut? Bah, moi, il fait 280 mètres. Voilà. Ok, on passe. Donc, cassure, pas nécessairement visée, mais quand même, ouais, on approche là, voilà. Deuxième passage, regardez, c'est marrant, hein, parce qu'on voit la route qui passe. Donc, on passe, on franchit dans l'autre sens, hein, on est d'accord. Et là, à gauche, on aperçoit si on voulait aller de nouveau sur les secteurs pavés, mais en fait, non, voilà. On va redescendre. Et évidemment, il y a des cassures qui s'opèrent. Mais il y a plein de gens qui peuvent revenir encore parce qu'il y a une trentaine de bornes. Trentaine de bornes, ça laisse pas mal de possibilités. Et puis, c'est pour ça aussi que je vais lancer quelques attaques. Avec Tony Galopin, notamment, on a aussi une arme. C'est dommage que Van Avermaet ne prenne pas le pari de partir, ou en tout cas au moins de tenter quelque chose avec Galopin. Van Barle aussi, c'est notre arme pour essayer. Bah, je sais que je vais pas aller gagner en solitaire, hein. Ne vous faites pas d'illusions, je l'ai compris depuis longtemps. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avec des attaques successives comme ça, je favorise, et d'une, la fatigue de certains équipiers, qui explosent à terme sur ces types d'attaques répétées, parce qu'ils vont beaucoup rouler. Donc, élimination potentielle d'échappée, et quand même, potentiel coup qui part. On n'en sait rien. Imaginez sur une attaque de galopin, vous avez Wout van Aert, Jesper Stuyven et Van Avermaet qui prennent la roue. Derrière, ça roule pas tout de suite, ça prend une minute, ça va au bout. Hein. Et Tony, face à ces gars-là, au sprint, il peut gagner. On sait jamais. On sait jamais. Donc voilà, toujours explorer plusieurs pistes, hein, comme ça, même si on sait très bien pour qui on joue. Je n'ai pas découvert aujourd'hui mon équipe, je sais très bien pour qui je joue là sur Gant-Wevelgem. Hein. Ça commence par M et ça finit par VDP. Donc voilà. Mais bon, on a tenté au moins, on a tenté de déstabiliser, on a tenté d'écrémer ce groupe-là. Et du coup, final nerveux, voilà, j'annonçais, hein, j'aide un peu à ce qu'il soit nerveux. Avec ici une attaque de Van Der Poel, bon, on voit qu'il est très suivi. Viviani immédiatement, on a Groenewegen, Sagan, je crois que c'est Bossenhagen après derrière. Enfin voilà, il y a du monde qui surveille Van Der Poel. Du coup, on va essayer, mais d'une autre manière, non pas par l'intermédiaire de Tony, mais de Van Barle, qui va comme ça, allez, emmener Tony, qui lui-même a Mathieu dans la roue. Et la petite avance prise par Nassen, Van Avermaet et compagnie, c'est que dalle. Hein. C'est que dalle du tout. C'est absolument insignifiant. Non, c'est maintenant qu'on peut produire un effort. Voilà.
C'est maintenant qu'on peut produire ça. On va essayer d'emmener dans de bonnes conditions. Regardez. Oh là 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 là. Pris une tout petit freinage. Van Der Poel, de toute façon, c'est trop tôt pour lancer. C'est beaucoup trop tôt. On attend Sagan. Et on va lancer avec Sagan et Gaviria. Et Viviani, pardon. Viviani est là. Incertitude totale. Incertitude totale. Et c'est le 2-1 pour Sagan. Réduction du score. Sagan donc dans son mano à mano avec Van Der Poel qui l'emporte. Alors là, c'est d'un boyau. Hein. C'est d'un boyau. Je sais même pas si c'est un boyau. Tellement il y a peu de différence. En tout cas, très très belle victoire de Peter Sagan. Elle est hyper méritée au regard de rien que de ce qu'on a vu dans cet épisode-là. Il méritait de la prendre puisque 2 fois deuxième derrière Van Der Poel. Surtout en ayant fait le boulot sur le GPE3, on a un peu pris une victoire de voleur. Hein. Donc voilà, un peu escroc sur les bords l'histoire. Donc voilà pour cet épisode qui termine pas mal avec Sagan et bientôt 31 avec 32 en tête Giro. Je vous dis à très bientôt, excellente santé à tous, portez-vous bien et protégez-vous, bye bye.